Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l'armée d'Orient. Bien préparé à cela, il décide d'emmener des savants et des scientifiques avec lui. La conquête de l'Égypte commence le 1er juillet. Volney, qui était venu en Égypte 10 ans avant l'expédition de Bonaparte, avait écrit un livre. Et ce livre était en quelque sorte le plan de route de l'expédition de Bonaparte. Mais un mois plus tard, les marins anglais, superbement commandés par Horatio Nelson, retrouvent et coulent la flotte française, ancrée dans la baie d'Aboukir. Dès lors, Bonaparte est prisonnier de sa conquête. Il décide d'organiser et de solidifier le pays. Les batailles s'accumulent, mais l'armée, malade, se réduit comme une peau de chagrin. Il y a moins d'armée évidemment qu'au début. Il y a un pays qui est pas du tout pacifié, et puis il y a à nouveau les Turcs qui lancent des armées contre l'Égypte. Fin 1799, la France est dans la tourmente. Le rêve oriental doit s'achever. Seul l'impact culturel lié à l'expédition est un réel succès. Le pays, en pleine décomposition, attend son sauveur. Les caisses de l'État sont vides, sont complètement vides. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Il a 30 ans. Lorsque Bonaparte arrive d'Égypte, la France est quasiment au bord de la guerre civile. La situation financière est catastrophique et les frontières menacées. Le peuple est écœuré. En débarquant d'Égypte, il débarque à Fréjus, il traverse toute la France et il est accueilli en héros et en sauveur de la République. Les gens lui disent ça, c'est des termes qu'on entend, on a les témoignages de ça. Et quand il arrive à Paris, il sait que le fruit est mûr, que les jours du Directoire sont comptés et que le pouvoir est à portée de main. Le Directoire s'est délité dans la Convention. Le régime est à bout de souffle. C'est vraiment le déclin de la République. C'est une époque où il n'y a plus finalement de nouveautés, plus d'innovation, où il n'y a qu'un recul progressif qui va permettre l'établissement de l'Empire quelques années plus tard. Depuis 1795, le Directoire est un régime qui a fait beaucoup de réformes, qui a réussi même dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine monétaire et le domaine économique, mais c'est un régime qui est extrêmement fragile sur le plan constitutionnel. C'est un régime où il y a une très forte séparation des pouvoirs entre un exécutif, donc un directoire de 5 membres, et puis 2 chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, qui sont l'équivalent de notre Sénat et de notre Assemblée nationale. En fait, ils sont tellement séparés qu'ils ne peuvent même pas collaborer dans leur travail. Et à chaque fois qu'il y a un différend entre ces 2 pouvoirs principaux, eh bien, ça se termine par un coup d'État. Il faut imaginer que la France, à l'époque, est sous le Directoire et qu'elle est donc dirigée non pas par un président de la République, mais par 5 directeurs, et dont l'homme fort est Barras. Mais autour de Barras, il y a des gens qui cherchent d'une manière ou d'une autre à asseoir la République dans ses assises institutionnelles. Et parmi ces gens, il y a Sieyès, un ancien abbé, qui imagine à chaque fois que la France peut avancer en ayant des constitutions nouvelles. Pour simplifier, disons que Sieyès imagine qu'en en ayant des constitutions, admettons aujourd'hui une 6e République, une 7e République, une 8e République, et bien à l'époque c'est la même chose, en faisant des constitutions nouvelles, on va permettre à la France de se modifier, de se régénérer.
de Sieyès vont s'allier, des gens qui étaient finalement très opposés à l'origine. D'un côté, Fouché, qui est plutôt la branche de gauche de l'échiquier politique, et Talleyrand, qui est plutôt la branche à droite de l'échiquier politique, plus proche des anciens monarchistes. Et donc, pour ces hommes qui vont fomenter un coup d'État en 1799, il faut, c'est ce que dit Sieyès d'ailleurs dans son intention, il leur faut une épée. Et cette épée, bien sûr, c'est un militaire. Lorsque Napoléon débarque en France et qu'il remonte à Paris, on est à quelques jours de ce coup d'État pour lequel Sieyès dit qu'il a simplement besoin d'un sabre, c'est-à-dire d'un général qui va pouvoir commander la troupe pendant le coup d'État. Il a essayé d'ailleurs plusieurs sabres. Il a d'abord essayé le général Joubert, mais le malheureux général Joubert a été tué au combat. Il a ensuite essayé le général Augereau, mais le général Augereau est jugé un peu trop jacobin. Il a approché le général MacDonald, il a approché le général Moreau, et puis soudain, on lui annonce que Bonaparte vient de rentrer d'Égypte. Moreau d'ailleurs dit à Sieyès à ce moment-là, le sabre que vous cherchez, le voilà, il est en train d'arriver. Et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est qu'après une négociation un peu compliquée, Bonaparte va rejoindre la conspiration de Sieyès. Bonaparte est l'homme à qui la France veut se donner. Il sait que son heure est venue. Le 23 août 1799, j'ai décidé de m'enrôler. Je viens juste de recevoir ma feuille de route. Arrivé à Fontainebleau, j'ai à peine le temps d'être incorporé qu'il faut déjà partir. Vers la mi-octobre, on nous regroupe et en route pour Paris, où, dit-on, le général Bonaparte va nous passer en revue. Quel soldat que ce Bonaparte! Depuis Toulon, il ne cesse d'être victorieux. D'abord en Italie, et puis maintenant en Orient. Le Courrier d'Égypte, une gazette diffusée en France, nous a tenus au courant de cette incroyable aventure depuis les pyramides jusqu'en Syrie. J'ai vraiment hâte de voir cet homme. Le Courrier d'Égypte, ça a été créé sur le même modèle que le Courrier d'Italie. C'était pour donner des nouvelles. Mais là, les nouvelles étaient difficiles à donner parce que la Méditerranée était aux mains de Nelson et de ses navires anglais, et les communications entre la France et l'Égypte étaient très difficiles. Les Anglais en jouaient d'ailleurs. Les Anglais en jouaient. Quand ils arraisonnaient un bateau français, etc., ils prenaient des lettres où ils en donnaient qui allaient, on va dire, ennuyer Bonaparte. En ce mois de novembre 1799, Paris bruise de 1000 rumeurs. Résolu à dissoudre le Directoire, Bonaparte veut que cette opération ne soit pas une révolution, mais un changement. Il sait que le fruit est mûr, que les jours du Directoire sont comptés et que le pouvoir est à portée de main. Au matin du 18 Brumaire, an 8 de la République, aux Tuileries, il prête serment devant les anciens qui viennent de lui confier l'armée de Paris. Barras a démissionné. L'homme fort du Directoire a jeté le gant. C'est un peu par l'intermédiaire de Barras que cette image de république corrompue colle au Directoire. Le Directoire, c'est 5 directeurs. Le plus malin d'entre eux, finalement, l'histoire retiendra qu'un nom, c'est Barras, parce que le Directoire a duré 4 ans. Et Barras a été le seul à faire toute la période. Les 4 autres directeurs ont été dégagés au fur et à mesure. Et c'est vrai que ces hommes n'avaient pas une grande conscience politique. C'était plutôt comment le Directoire peut me servir et peut me servir à m'enrichir. Parce que Barras s'est enrichi de façon totalement inconsidérée. Malgré les apparences, rien n'est joué. Les députés doivent se retrouver le lendemain au château de Saint-Cloud. Le 19 Brumaire, à Saint-Cloud, les 500 se réunissent sous la présidence de Lucien Bonaparte, jeune frère du général. La séance traîne en longueur. Les Jacobins s'échauffent. Il faut agir. Bonaparte entre dans l'arène. Un tumulte incroyable l'accueille. On hurle. « À bas le tyran! Hors la loi !» Assailli, bousculé, frappé, Bonaparte doit son salut aux grenadiers qui l'arrachent des mains de ses furieux. Lucien Bonaparte, président du Conseil des 500, démissionne alors immédiatement de son poste et nous rejoint dehors. Il fait alors un discours enflammé
qu'il termine en nous lançant qu'il faut sauver la République et immédiatement faire cesser cette anarchie. Murat prend alors la tête de nos grenadiers, pénètre en force dans la salle de réunion des 500 et lance d'une voix forte les deux phrases devenues historiques. La première s'adresse aux députés qui reculent devant la troupe. « Citoyens, vous êtes dissous ». La deuxième à ses soldats. « Foutez-moi ça dehors ». Une belle pagaille va suivre. Empêtrés dans leur toge rouge, les députés s'enfuient dans le parc comme une volée de moineaux. À la tombée de la nuit, on en récupère quelques dizaines qui désignent 3 consuls provisoires, Bonaparte, Sieyès et Ducos. La messe est dite. Ce que n'avait pas prévu Sieyès, c'est que le sabre qu'il avait brandi, le sabre de Bonaparte, eh bien Bonaparte n'allait pas le rentrer dans son fourreau après le coup d'État. D'abord, Bonaparte, au sein même de la conspiration Sieyès, a beaucoup d'amis et beaucoup d'alliés. Il a d'abord son frère Joseph, qui est un député extrêmement influent, extrêmement important et qui a un réseau extrêmement développé. Il a son frère Lucien, qui était le président du Conseil des 500, donc de la Chambre basse au moment du coup d'État. Et puis il y a d'autres hommes d'action, comme Talleyrand, comme Roederer, qui estiment que Sieyès est incapable de gouverner la France. De même d'ailleurs que Sieyès montrera qu'il est incapable d'écrire véritablement cette fameuse constitution idéale qu'il avait promis à tout le monde. Bonaparte devient premier consul. Lebrun et Cambacérès remplacent Sieyès et Ducos. Le programme de Bonaparte tient en une phrase. Rendre la République chère aux citoyens, respectable aux étrangers, formidable aux ennemis. Après les années d'instabilité du Directoire, il s'agit avant tout de renforcer le pouvoir exécutif. Le premier consul a le pouvoir de nommer qui il veut aux principales fonctions gouvernementales. Il a de plus une certaine initiative en matière législative et peut proposer des lois au vote. Ces lois, les senatus consultes, sont ensuite votées ou non par le corps législatif, mais sans pouvoir les discuter. Enfin, la diplomatie et les affaires militaires sont prises en charge directement par le premier consul. Même si le pouvoir est théoriquement partagé avec les 2 autres consuls, ils n'en ont en fait que très peu. Le premier consul décide quasiment de tout. Alors, ce régime, ça n'est pas un régime dictatorial, pas même un régime autoritaire au début, puisque c'est un régime qui a été imaginé par des révolutionnaires modérés. Ils croient que cette division des pouvoirs va permettre de faire fonctionner l'État efficacement. Ça n'est que le fonctionnement, petit à petit, de ce régime qui va aboutir à un renforcement, et quel renforcement, de l'exécutif, et à un abaissement en quelque sorte du législatif, mais qui va continuer à voter les lois jusqu'en 1814. Il n'y aura jamais de pouvoir solitaire, personnel, on dirait absolu, même si ça n'est pas le terme le plus exact, de Napoléon Bonaparte. Soumis au plébiscite, la Constitution de l'an 8 recueille plus de 3 millions de oui contre 1562 non. Avec le consulat, Bonaparte devient le maître incontesté de la France. Bonaparte rédige alors de sa main une proclamation qui commence par ces mots historiques. « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. » Ainsi, le coup d'État du 18 Brumaire est un moment charnière dans l'histoire de France. À cet instant, Bonaparte prend définitivement en main la direction du pays. Tout doit être reconstruit sur des bases saines. Moi, Talleyrand, je suis nommé aux relations extérieures. Fouché est confirmé à la police. Laplace devient ministre de l'Intérieur. Et Gaudin est aux finances. Le 19 février 1800, le premier consul s'installe aux Tuileries. En 3 mois de pouvoir, il instaure la paix civile, bâtit de nouvelles institutions et il s'efforce de faire la paix avec l'Angleterre et l'Autriche. Oui, mais voilà, Londres et Vienne veulent la guerre. Bonaparte s'y prépare. Lorsque Napoléon Bonaparte, qui est encore consul, se lance dans la campagne, la deuxième campagne d'Italie au printemps 1800, il dit, en quittant les Tuileries à ses proches, il dit « Je m'en vais vaincre les Autrichiens et m'aboucher en Italie avec le pape. »
le premier consul donne le change. Pour tromper l'ennemi, il crée l'armée de réserve qui se concentre à Dijon. L'ennemi est persuadé que pour la former, on a dû racler les fonds de dépôt et même les hôpitaux. En réalité, cette armée est composée d'excellentes troupes, 40 000 hommes aguerris au combat. Ce mépris enchante Bonaparte. Son but, délivrer l'Italie, que les Autrichiens ont envahie lorsqu'il était en Égypte. Débloquer Gênes, où Masséna est enfermé avec les débris de son armée. « J'ai offert la paix à l'empereur d'Autriche », dit Bonaparte à ses hommes. « Il ne l'a pas voulu. Il ne nous reste plus qu'à les prendre à la gorge. » L'enthousiasme est général. En Italie, les 100 000 hommes du général Mélas attendent les Français. Gênes est assiégée par les Autrichiens et Masséna, à court de vivres, ne peut pas se faire ravitailler par la mer. L'escadre anglaise de l'amiral Sidney Smith rôde, bloquant tous les accès maritimes. Bonaparte n'a pas le choix, il doit absolument renverser le cours des opérations. Le 6 mai 1800, réunissant toutes les forces disponibles, il prend la tête de l'armée et se précipite en Italie. Le 20 mai, à 1h du matin, Bonaparte, vêtu d'une redingote grise, quitte la ville de Martigny et se lance à l'assaut du Grand Saint-Bernard. 2473 mètres, l'un des plus hauts passages des Alpes. Plus de route, mais un chemin enneigé. Les canons sont couchés dans leurs traîneaux et à chacun d'entre eux, 100 soldats sont attelés. Quel exploit! Encore une fois, l'histoire et la postérité ne retiendront de ce moment que le magnifique tableau de David. Il montre Bonaparte très à l'aise sur un cheval cabré, avec en arrière-plan les soldats français tirant un canon, et au premier plan, gravé dans la roche, son nom et celui de ses illustres prédécesseurs, Hannibal et Charlemagne. La vérité est en fait beaucoup moins glorieuse. Comme le montre un tableau ultérieur, Bonaparte a passé le col du Grand Saint-Bernard emmitouflé dans un grand manteau et tranquillement assis sur une mule. Je le sais, j'étais là. L'avant-garde de Lannes s'empare d'Ivray, bousculant sérieusement les 5000 Autrichiens qui tenaient la ville. Murat, lui, avec sa cavalerie, pousse les Autrichiens l'épée dans les reins. Il est déjà à Milan. Bonaparte y arrive le 2 juin 1800, accueilli par une foule en liesse. À Gênes, le 4 juin, Masséna rend les armes. Il a tenu 2 mois, mis 18 000 Autrichiens hors de combat. Mais en ville, la famine et le typhus font d'affreux ravages. Le 9 juin 1800, près de Montebello, Lannes ne dispose que d'une force réduite, mais le bouillant gascon ne se laisse pas impressionner. Au lieu de chercher une position défensive, il se rue à l'assaut des Autrichiens. La magnifique conduite au feu de Lannes a sauvé la journée. En récompense, Napoléon, devenu empereur, le fera en 1808 duc de Montebello. Montebello, ma première grande bataille. Engagés avec mon unité, nous avons réussi à repousser les Autrichiens. Mais la journée a été dure. J'ai sauvé la vie de mon capitaine qui allait être tué par un grenadier autrichien. Et pendant un assaut, j'ai pris à moi tout seul une pièce de canon. Remarqué par le major général Berthier, j'ai été présenté au général Bonaparte. Il m'a complimenté et octroyé un fusil d'honneur pour ma conduite. Mais surtout, il m'a promis que, dès que j'aurai 4 campagnes, je pourrai entrer dans sa garde. Le soir, au bivouac, j'ai été reçu comme un héros. J'avoue que je n'ai jamais été aussi fier de ma vie. Bonaparte cherche à rejoindre l'arrière-garde autrichienne. Bonaparte vient de Piacenza et a battu la résistance autrichienne à Montebello, mais ne parvient pas à comprendre pourquoi l'armée autrichienne, la majorité des forces armées autrichiennes, reste immobile. Il a aussi des doutes sur l'endroit exact où se trouve le maréchal Mélas avec ses hommes. Mais, à sa grande surprise, le 14 juin 1800, c'est à la totalité du corps de Mélas qu'il se heurte, près de Marengo. C'est une mauvaise rencontre, car Bonaparte ne dispose tout au plus que de 23 000 hommes et d'une artillerie réduite. Mais Desaix, de retour d'Égypte, vient de le rejoindre.
Mais l'As dispose de près de 40 000 hommes, mais surtout, plus de 100 canons. Les forces autrichiennes sont rangées en bataille. Les combats commencent vers 9 h du matin. Bonaparte écrit à Desaix « Je croyais attaquer l'ennemi, c'est lui qui me prévient. Revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore. » Marengo change plusieurs fois de main, mais le village reste autrichien. « Nous voilà, général, » lui dit Desaix. « Nous sommes frais, et s'il le faut, nous nous ferons tuer. » Bonaparte crie aux soldats. « Souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. » On battit la charge et l'on se rua sur l'ennemi. L'attaque de Desaix en liaison avec Marmont et la cavalerie de Kellermann est tellement bien menée que les colonnes autrichiennes détalent. Devant ce succès inespéré, on est tous repartis à l'attaque. Au soir, les forces ennemies sont totalement en déroute. Le champ de bataille est à nous. Marengo est finalement une grande victoire. Mais le sort aurait pu nous être contraire. Jusqu'au milieu de l'après-midi, cela a failli être une défaite. On a eu chaud. Les pertes autrichiennes sont lourdes. Plus de 9 500 soldats. Près de 6 000 Français gisent aussi sur le champ de bataille, dont Desaix, mortellement touché par une balle en plein cœur pendant une charge. Bonaparte dira « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?» Ce même 14 juin 1800, en Égypte, Kléber est assassiné par un fanatique. La France perd en une seule journée 2 grands soldats, aimés et estimés de tous. Cette victoire de Marengo assoit le pouvoir du premier consul. L'Europe est frappée de stupeur et d'admiration. Après Marengo, Napoléon perce sous Bonaparte. L'aigle peut s'envoler vers les sommets. Début juillet 1800, Bonaparte est de retour à Paris. Il reçoit quelques jours plus tard une lettre de Louis XVIII qui se propose de rétablir la royauté et de nommer Bonaparte connétable de France. Sa réponse est lapidaire. « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. » Dans sa lettre au roi Georges, il propose la paix à l'Angleterre. La paix extérieure faite, reste à juguler le péril intérieur. La menace royaliste reste en effet dangereuse. C'est dans l'ouest de la France que les troubles sont les plus forts. Chouans et Vendéens, rassemblés sous le nom d'armée catholique et royale, rejettent les lois de la République depuis 1793. Ce sont pour la plupart des paysans en armes, menés par quelques seigneurs de bonne famille. Leur insigne est le Sacré-Cœur, avec en dessous la devise « Dieu et le roi ». Les effroyables persécutions religieuses qu'il y a eu en France, les milliers de prêtres qui ont été guillotinés, déportés, envoyés sur des pontons, pour certains envoyés en Guyane où ils sont morts de fièvre, et certains ont été massacrés dans les rues en 93 ou dès septembre 92 à l'abbaye, hachés par des bouchers. Pie VII sait cette souffrance du clergé français, sait que, historiquement, la France est la fille aînée de l'Église et veut relever la foi, rétablir l'Église et la hiérarchie ecclésiastique régulière, relevant de Rome, en France. Ils sont particulièrement opposés à la conscription, aux lois anticléricales et désirent voir remonter un Bourbon sur le trône de France. Bretagne, Normandie, Maine et Anjou sont le théâtre de leurs actions. Leurs chefs les plus célèbres se nomment Cadoudal, La Roche-Châtelain, Catelino, Charette et Telbé. À partir de 1796, les émeutes cessent, mais les régions de l'Ouest sont un péril qui n'est pas à négliger. Les armées républicaines y ont tracé un sillon sanglant. Les rancœurs sont vives et à la première occasion, les troubles peuvent renaître. De plus, du fait de la proximité avec l'Angleterre, c'est le lieu idéal pour tenter un débarquement et fomenter des complots. Qu'un prince du sang débarque,
et tout peut s'embraser. C'est pourquoi le premier consul, dès son accession au pouvoir, va se préoccuper du problème. Il sait que la foi est restée vive et que, entre les déclamations des idéologues, c'est ainsi qu'ils s'appellent, des diverses classes de l'Institut national de France, qui se réunit déjà sous la coupole, et d'autre part, les masses paysannes du pays, notamment paysannes du pays, il y a évidemment un divorce. Donc voulant assurer à son pouvoir tout neuf des bases solides et rencontrer l'adhésion du pays dans ses profondeurs, il va s'entendre avec Rome. Georges Cadoudal, le principal chef chouan, met un genou à terre. Le 24 décembre 1800 au soir, Joséphine et Bonaparte partent des Tuileries pour se rendre à l'Opéra. La voiture roule à vive allure, escortée par un détachement de notre cavalerie. Empruntant la rue Saint-Nicaise, elle réussit à contourner une charrette. À peine la voiture a-t-elle tourné le coin de la rue qu'une énorme explosion réveille Bonaparte. Bonaparte doit la vie à César, son cocher, qui s'étant enivré, partit à toute bride et déjouant en quelques secondes les calculs des conspirateurs. 22 morts et 56 blessés. C'est le bilan de cet odieux attentat. Alors que déjà circule la nouvelle de l'événement, Bonaparte, le visage impassible, pénètre à l'Opéra. L'Assemblée lui fait un triomphe. Derrière cet attentat, des agents royalistes sont arrêtés. Mais Bonaparte en profite pour frapper les Jacobins. Fouché a dressé une liste, 130 personnes seront déportées. Fouché était un homme très méthodique. Et quand je disais qu'il avait des réseaux, c'est avant tout valable du point de vue policier. Et Fouché a réorganisé la police. La police de l'Ancien Régime était plutôt bien faite. Elle avait été complètement désorganisée pendant l'époque révolutionnaire et Fouché la remonte. Et il la remonte avec un système de correspondants dont certains sont des commissaires de police, en particulier les commissaires de police spéciaux qui sont placés dans les villes importantes de l'Empire napoléonien. Et Fouché est au courant de tout. Et il sait bien mieux que Napoléon tout ce qui se passe. Et parmi ces informateurs, il y a même l'impératrice Joséphine. Le 18 janvier 1800, la paix de Montfaucon met fin aux guerres dans l'Ouest, mais c'est compté sans quelques irréductibles. La première préoccupation de Bonaparte est de réconcilier la France avec la religion. Le Concordat est signé le 15 juillet 1801 avec le pape Pie VII. Bonaparte va, malgré son entourage, issu de la Révolution, va imposer une entente avec le Saint-Siège. Parce qu'il sait que, autour de lui, toutes les élites sont marquées par les Lumières et même pensent en finir une fois pour toutes avec la papauté. À la paix sociale et militaire, Bonaparte ajoute désormais la paix religieuse. En 1800, la France est le pays le plus peuplé d'Europe. Pendant les 2 premières années du consulat, Bonaparte et ses hommes, Bonaparte et l'équipe qui l'entoure, vont réformer la France comme elle n'a jamais été réformée et probablement comme elle ne sera plus jamais réformée, mis à part à la Libération en 1945. C'est le début d'une période faste, fertile en réformes diverses et en création de grandes institutions qui perdurent encore de nos jours. La Banque de France est fondée le 13 février 1800. Cela permet la création du franc germinal, monnaie de référence au poids d'argent fixe qui restera en vigueur jusqu'en 1914. Le 17 février 1800, c'est la création des préfets, représentant le gouvernement dans les départements. Bonaparte réforme aussi les institutions judiciaires. Le 18 mars 1800, il crée les tribunaux d'instance, d'appel et de cassation. Les juges sont nommés par le pouvoir afin de garantir leur impartialité. En matière législative, il va s'attaquer à la rédaction de divers codes afin de donner au pays des lois modernes et égales pour tous. Code de procédure pénale, code de commerce, mais surtout code civil, rédigé sous la direction de Cambacérès et qui va devenir l'un des piliers de la société nouvelle. Ce code civil, ça n'est pas simplement quelques lois sur les relations entre les hommes, mais c'est véritablement les racines très profondes de la société française.
Le Code civil était réclamé par l'ensemble des Français depuis 1789 et on y avait déjà beaucoup travaillé. Le Code civil, c'est déjà, on est français parce que on est sur le sol français, donc nous sommes français. Nous ne sommes pas français par le sang, nous sommes français parce que nous naissons en France principalement, sauf à descendre de Français, mais ceux qui naissent sur le sol français sont français, ça c'est le Code civil qui le met. Ensuite, tout ce qui nous appartient, la propriété, c'est le Code civil qui va en fixer les règles, ce qui est nouveau aussi. Notre mort aussi, à travers le droit de la succession, c'est aussi le Code civil. Le mariage, le divorce, qui existe déjà dans le Code civil, c'est aussi nos événements de la vie qui sont évidemment principaux. Donc effectivement, le Code civil de notre naissance jusqu'à notre mort, effectivement, nous rythme totalement notre vie. Les points les plus remarquables de ce code sont le droit inaliénable de propriété, le principe absolu d'égalité devant la loi et le respect des libertés individuelles. Le code règle tous les aspects de la vie en société et fait de la famille le pivot essentiel de la nation. Napoléon arrive donc avec les idées neuves, les idées donc révolutionnaires de l'égalité pour tous. C'est quand même une idée absolument magnifique et qu'il va mettre en place en diffusant le Code civil à travers tous les pays d'Europe occidentale. Il faut voir donc en Allemagne en particulier, en Italie, jusqu'aux frontières de la Russie. Napoléon avait diffusé ces grands idéaux de la Révolution. Le Code civil, qui sera appelé plus tard le Code Napoléon, va faire tache d'huile. De nombreux pays en Europe, puis dans le monde entier, vont largement s'en inspirer pour moderniser la vie en société. Il n'y aura plus jamais de retour à l'ancien régime. C'est pour cela que Napoléon restera dans l'histoire de l'Europe comme une figure politique par la conquête militaire et en essayant d'imposer un nouveau système, un État moderne, une nouvelle administration, un nouveau gouvernement central, une nouvelle législation, une nouvelle jurisprudence. Il a créé un héritage qui rendait déjà impossible le retour à l'ancien régime dans tous les territoires occupés par ses troupes ou influencés par sa politique. Ajoutons encore une large réforme de la fiscalité et la création du cadastre, le 2 novembre 1802, chargé de répertorier les propriétés afin d'éviter les litiges, mais surtout de donner une base foncière aux impôts. Et c'est ce qui va expliquer le redressement assez spectaculaire des finances publiques françaises sous le consulat, parce que là, il va y avoir une véritable administration qui va descendre jusque dans les communes pour aller rechercher l'argent de l'État. Et le nouveau consul ne s'attaque pas qu'aux institutions. Il se préoccupe des infrastructures du pays. De nombreux vaisseaux sont mis en chantier. Ports et arsenaux sont agrandis et modernisés dans la perspective, un jour, d'affronter l'Angleterre. Au XVIIIe et XIXe siècle, il est vrai que l'Angleterre et la France étaient rivaux sur le plan commercial. Ils avaient par conséquent des intérêts différents et c'est en partie la raison pour laquelle l'opposition n'est pas idéologique mais simplement matérielle. Donc, nous pouvons soutenir que le conflit entre l'Angleterre et la France, pendant l'ère napoléonienne, était presque inévitable, étant donné que la France voulait élargir sa sphère d'intérêt en Europe et que ses intérêts étaient, d'une certaine manière, directement liés à ceux des Anglais. Le secteur industriel, avec la création de manufactures et de chambres de commerce, va aussi faire l'objet de l'attention de Bonaparte. Le service des postes est refondu et modernisé. De nouvelles lignes du télégraphe optique CHAP sont mises en service. Donc à un moment donné, on a eu à peu près un réseau de 29 villes principales reliées entre elles. Et donc, à peu près tous les 15 km, on voyait un télégraphe. Bonaparte ordonne aussi la création ou la modernisation des routes françaises. Ouvrages d'arts et ponts sont ainsi construits un peu partout. Jusqu'en 1815, plus de 50 000 km de routes vont être créées ou rénovées. Le maillage routier tel qu'on le connaît aujourd'hui date de cette époque. Le 1er mai, c'est la naissance des lycées, puis la réforme complète de l'enseignement et des universités. Bonaparte crée aussi
l'école militaire de Saint-Cyr, destinée à former les futurs cadres de la Grande Armée. Ce qui va conduire également à la création du baccalauréat. Napoléon est à l'origine du baccalauréat en 1808 et c'est aussi Napoléon qui réinstaure un système universitaire avec la création de ce qu'on appelle l'université avec un U majuscule, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui l'éducation nationale. Et dans cette éducation nationale, dans cette instruction publique, il y a des facultés qui sont recréées à partir de 1808 et qui sont l'embryon du système universitaire que l'on va connaître dans les 2 siècles qui suivent. Le 19 mai, une loi institue l'ordre de la Légion d'honneur pour récompenser les services rendus à la nation. La Légion d'honneur est créée en 1802. Pendant 2 ans, ce sera un titre. Il n'y aura pas d'insigne. Napoléon Bonaparte, soyons justes, attend de devenir Napoléon pour créer un insigne. Et c'est son effigie qui va épingler sur la poitrine de ses sujets, ce qui est un signe très fort que ne faisaient pas justement les souverains d'Europe, qui mettaient le fondateur de la dynastie ou l'emblématique, la symbolique ou l'héraldique de leur pays. Mais lui va épingler son propre profil sur la poitrine de ses sujets. Et au revers, c'est l'aigle impérial, d'où le nom de aigle qu'on va donner à la décoration. La première distribution de croix de la Légion d'honneur a eu lieu le 15 juillet 1804 aux Invalides, 15 ans presque jour pour jour après la prise de la Bastille. Je m'en souviens parfaitement, j'y étais. J'ai reçu ma croix des mains même de Bonaparte pour ma conduite en Italie. Tous les grands dignitaires étaient là. Murat et Eugène de Beauharnais secondaient Bonaparte, qui épinglait les croix sur la poitrine des hommes qui se présentaient. Près de 1800 croix ont été distribuées ce jour-là. Ce fut une journée mémorable. Le soir, au cantonnement, j'ai été le héros de la fête. Elle est unique et universelle. Donc c'est très important. Le tambour et le prince recevaient la même décoration, le savant et le soldat qui ne savait pas lire. Et donc c'était à la fois égalitaire, universel et très très fort, puisque tous ceux qui servaient la nation de tout leur cœur avaient la même récompense. Et en ça, c'était très exceptionnel, puisque tous les pays, et la France d'ailleurs avant la Révolution, disposaient de plusieurs ordres qui nécessitaient le plus clair du temps des conditions de naissance. La France est enthousiaste. Le Sénat vote un consulat de 10 années. La question, soumise au vote populaire, est encore plus explicite. Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Environ 3 500 000 oui et 8 300 non. Il prend bien soin d'avoir un mandat long qui, à l'époque, passe pour une quasi-restauration de la monarchie, puisqu'il a un mandat de 10 ans. 10 ans renouvelables indéfiniment. Donc il y a chez lui, chez Bonaparte, un rejet des mandats brefs, parce que je pense qu'au fond, il n'a pas l'intention du tout de quitter le pouvoir. La vie d'un citoyen est à sa patrie, commande Bonaparte. Le peuple français veut que la mienne lui soit toute consacrée. J'obéis à sa volonté. En matière de politique étrangère, Bonaparte ne reste pas inactif. En 1801, par le traité de Lunéville, prélude au traité d'Amiens, la rive gauche du Rhin devient enfin définitivement française. C'est une belle réussite. Dans la foulée, on modifie la Constitution pour donner une plus grande autorité au premier consul. À la Malmaison, maintenant, il préfère le château de Saint-Cloud. En 4 années, de 1800 à 1804, sous le consulat, c'est une nouvelle France qui voit le jour. Une France moderne, novatrice, dont les institutions sont très semblables à celles d'aujourd'hui. Pourtant, dans de rares cas, la volonté novatrice de Bonaparte se heurte aux circonstances. C'est un homme qui n'accorde aucune importance aux principes philosophiques et aux principes généraux, c'est-à-dire qui juge de tout en fonction de l'opportunité du moment. Donc il n'a pas de préférence personnelle en faveur de l'esclavage, mais il n'a pas non plus d'hostilité foncière. Il n'est ni pour ni contre. Tout dépend si la mesure sert sa politique ou pas. Le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 s'explique d'abord par le contexte géopolitique, je dirais, c'est-à-dire que la France avait perdu ses colonies, quasiment perdu toutes ses colonies pendant la Révolution,
la Martinique, notamment la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, et les colonies qui avaient été perdues n'avaient pas vu s'appliquer l'abolition de l'esclavage qui avait été décrétée par la Convention en 1794. Donc depuis le tout début de la Révolution, il y a eu des lobbies très importants qui ont d'abord été hostiles à l'abolition et qui ont ensuite prôné le retour de l'esclavage pour des raisons en partie économiques. Dans le monde de Bonaparte à ce moment-là, effectivement, l'esclavage est malheureusement roi et toutes les nations colonisatrices sont esclavagistes. Portugal, Espagne et Angleterre le sont et malheureusement pratiquent la traite et même l'Angleterre qui ne l'abolira qu'en 1807. Le problème va se poser pour les îles où l'esclavage avait été supprimé, c'est-à-dire la Guadeloupe et Saint-Domingue. Et là, on étend cette décision, c'est-à-dire qu'on va rétablir l'esclavage dans ces îles, et c'est là que ça crée les plus fortes tensions, avec la guerre qui a déjà commencé à Saint-Domingue contre les troupes de Toussaint Louverture. L'enjeu qui est derrière, c'est bien sûr un enjeu commercial, c'est le fonctionnement d'un système économique qui fonctionne sur la plantation, et qui doit fonctionner avec une main-d'œuvre docile, bon marché, rien de plus docile et bon marché que des esclaves. En 1802, le général Leclerc écrase la révolte menée par Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Toussaint Louverture est un général de l'armée française qui est en fait un ancien esclave affranchi, lui-même donc est libre au début de la Révolution française. Et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, il est également propriétaire d'esclaves, parce qu'on est dans une situation assez complexe où finalement il n'y a pas d'un côté les esclaves et de l'autre les propriétaires, ou d'un côté les noirs et de l'autre côté les blancs. Il y a une gamme beaucoup plus complexe dans cette société coloniale de Saint-Domingue, et il va se proclamer chef de l'île de Saint-Domingue, et donc chercher à prendre son autonomie par rapport à la France. Et c'est à ce moment-là que Napoléon Bonaparte décide d'envoyer une expédition pour affermir le poids de la France sur Saint-Domingue. On va parvenir à un accord au printemps de 1802, mais finalement cet accord est rapidement oublié, et Toussaint Louverture est fait prisonnier. Il est envoyé en France et il meurt en France l'année suivante, en 1803, au fort de Joux, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc la parole des Français à son égard n'a pas été tenue, et il devient aussi, de ce point de vue-là, un des symboles de la résistance du peuple noir, du peuple colonisé entre guillemets, à la France. Le 20 mai, Bonaparte rétablit par nécessité économique l'esclavage dans les colonies françaises. Le temps que les rouages diplomatiques se mettent en place, un traité de paix définitif est ensuite signé à Amiens avec l'Angleterre le 25 mars 1802. Partout en France, la liesse populaire est totale. La France est passée au premier rang de l'Europe. Napoléon revend la Louisiane aux États-Unis. La jeune nation américaine acquiert ainsi des territoires qui lui permettent quasiment de doubler sa superficie. On a beaucoup reproché à Napoléon, enfin à Bonaparte, la vente de la Louisiane, parce qu'on s'est dit, effectivement Bonaparte vend un tiers des États-Unis. Si aujourd'hui s'il avait gardé ça, peut-être qu'une grande partie du territoire américain serait français. En réalité, il a vendu cela avant que les Anglais puissent s'en emparer. L'avenir des Européens, ce n'était plus l'Amérique. C'est-à-dire que la fin de la guerre de 7 ans, la perte du Canada français, l'émancipation des États-Unis, la déliquescence de l'Empire espagnol sonnaient la fin de la présence européenne sur le continent américain. Et Talleyrand lui avait dit, l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique et l'Asie. Effectivement, nous avons besoin de colonies, mais c'est là qu'il faut aller chercher de nouvelles colonies. Les Anglais ont commencé en Inde, nous devons nous aller en Orient et en Afrique. On a essayé, on a réussi à vendre cette Louisiane pour 80 millions de francs, ce qui représente à peu près un cinquième des dépenses militaires de l'époque, 20% du budget de la guerre de Bonaparte, ce qui n'est pas rien, de les vendre précipitamment avant que, si vous voulez, effectivement les Anglais s'en emparent. L'Europe est enfin en paix. Mais pour combien de temps? La paix d'Amiens ne dure pas longtemps. William Pitt, le Premier ministre anglais,
est farouchement opposé à toute paix avec Bonaparte. Il considère en fait que la paix ne peut revenir en Europe qu'avec un roi sur le trône de France. C'est un homme qui se méfiait foncièrement de Napoléon. Il pensait qu'il avait une mauvaise influence sur l'Europe. En ce sens, il représentait la vision caractéristique que les Britanniques avaient de Napoléon. Entre Paris et Londres, le ton monte, on s'invective par journaux interposés. « Les Anglais veulent la guerre », dit Bonaparte. « Ils seront les premiers à tirer l'épée. Je serai le dernier à la remettre dans le fourreau. » L'Angleterre refuse d'évacuer Malte et au printemps 1803, saisit les bateaux français dans ses ports. Pour laver l'affront, Bonaparte fait occuper le Hanovre, possession traditionnelle de la couronne britannique. Je pense qu'aucune des deux parties n'avait réellement intérêt à maintenir la paix sur une longue durée. À mon avis, même lorsque l'accord a été signé, les deux parties ne l'envisageaient que sur une courte durée, comme un moment de répit avant la reprise des hostilités. Bonaparte décide d'envahir la perfide Albion et concentre ses troupes sur les côtes de la Manche. On nous a ordonné de nous regrouper dans des camps aux alentours de Boulogne. On nous a aussi donné un nouveau nom, l'armée d'invasion de l'Angleterre. Nous sommes plus de 150 000 hommes. Si on arrive à débarquer sain et sauf sur le sol anglais, rien ne pourra plus nous arrêter. Le moral est au beau fixe, on va leur botter les fesses à ces Anglais. Devant une armée française nombreuse et déterminée, l'Angleterre est face à sa plus grande menace depuis 1588 et la grande armada espagnole. En Angleterre, l'idée que les Français vont pouvoir envahir les îles, évidemment, remplit tout le monde de terreur. Alors on fait ce qu'on ne fait jamais en Angleterre, on crée une sorte de service militaire avec des milices, on construit des petites tours qui existent encore sur les côtes du sud de l'Angleterre, afin de pouvoir observer la Manche et puis de pouvoir crier le moment venu « French are coming » comme il était prévu, et que l'Angleterre puisse éventuellement essayer d'empêcher l'invasion et la victoire des armées terrestres. Mais le point incontournable de l'invasion, c'est la traversée de la mer entre la France et l'Angleterre. C'est une idée saugrenue d'envahir l'Angleterre, peut-être pas tant que ça. Napoléon avait bien calculé son affaire. Il fallait qu'il ait la Manche libre de navires anglais pendant 24 heures, ça lui suffisait. Et une fois débarqués, les Anglais n'auraient pas fait le poids. Autant ce sont des formidables marins, autant à l'époque, leurs troupes au sol sont de bien moindre qualité que les Français. Une seule solution. Arriver à attirer la flotte anglaise dans l'Atlantique, puis concentrer les flottes franco-espagnoles à l'entrée de la Manche. La flotte française, sous le commandement de l'amiral Villeneuve, est chargée de cette mission. C'est l'amiral Villeneuve, surtout, qui se fait coincer par les Anglais à Cadix. Et il ne peut pas sortir. Donc il ne peut pas protéger la Manche. Donc le plan d'envahissement de l'Angleterre tombe à l'eau. Cela met un terme au rêve d'invasion de l'Angleterre. D'autant plus que l'or anglais a décidé Autrichiens et Russes à déclarer la guerre à la France. C'est la troisième coalition. En janvier 1804, un agent royaliste arrêté passe aux aveux, révélant qu'un complot menace Bonaparte. Les royalistes, depuis la Révolution, certains royalistes, les plus acharnés, les plus durs, ont toujours voulu reprendre le pouvoir, ou tenter de reprendre le pouvoir. Ça n'a jamais cessé. Cadoudal et l'ex-général Pichegru en sont les meneurs, et Moreau, le vainqueur d'Hohenlinden, pourrait accepter d'y participer. Celui-ci vise à capturer ou à assassiner le premier consul et à remettre le pouvoir à un prince de la maison des Bourbons. Mais quelle est l'identité de ce prince? Les plus fortes présomptions se portent sur le comte d'Artois. Mais celui-ci, étant en Angleterre, ne peut être arrêté. Le nom du duc d'Enghien, un autre prince du sang, est alors évoqué. À l'extérieur des frontières, les proches de Louis XVIII, qui cherchent à revenir au pouvoir, sont organisés dans ce qu'on appelle une contre-révolution. Et à leur tête, il y a l'un des descendants des Condé, qui est le duc d'Enghien. Ce duc d'Enghien se trouve à ce moment-là en Allemagne, et pendant les 2 années entre le moment du consulat à vie 1802 et 1804, c'est l'homme fort de cette contre-révolution. Et d'une manière ou d'une autre, il faut pour Bonaparte, s'il souhaite se mettre de son côté
ces anciens monarchiens, donc ces anciens proches de la royauté, il lui faut donc mettre à bas cette opposition qui est organisée par le duc d'Enghien. Un faisceau de présomptions plutôt que de preuves semble venir étayer cette hypothèse. Cadoudal et Pichegru arrêtés, décision est prise de se saisir du duc d'Enghien, là où il vit dans l'électorat de Bade. Ce malheureux prince est pris dans son lit le 15 mars à 5 h du matin. Le 20, il arrive au château de Vincennes. Interrogé dans la nuit, il nie toute participation à ce complot, mais ne cache pas son engagement aux côtés de l'Angleterre. Le tribunal militaire le condamne à mort. Vers 4 h du matin, une explosion se fait entendre dans les fossés du château. Le dernier Condé tombe sous les balles pour la cause royale. Le général Duroc a raconté à Stendhal que cette nuit-là, Joséphine s'est jetée aux genoux de Napoléon pour obtenir la grâce du prince. Il se montrera inflexible. Le cas très typique de la mort du duc d'Enghien, c'est une ambivalence de départ, c'est-à-dire je fais les gros bras, hein, je montre que je suis un personnage sur lequel on ne marchera pas, et c'est notamment sa réponse à Louis XVIII, et il va donc faire venir le duc d'Enghien pour s'expliquer avec lui faire peur tout simplement, et finalement ça va lui échapper, et la chose va s'emballer de telle manière que l'exécution du duc d'Enghien qu'il voulait, qu'il assume, hein, mais qu'il voulait dans un premier temps, mais surtout pour jouer un petit peu et montrer aux émigrés qu'il fallait bien qu'ils le respectent, et ben ça va lui échapper. Bien évidemment, il va l'assumer politiquement, mais ça va lui échapper, et cette mort du duc d'Enghien, ce sang qu'il aura sur les mains, évidemment, ce sera un point de non-retour pour toutes les discussions possibles qu'il aurait pu avoir, et notamment avec le tsar Alexandre, jusqu'à Tilsit. Et ça, c'est un moment important. Pichegru se suicide dans sa prison le 6 avril 1804. Cadoudal est guillotiné le 25 juin. Moreau est condamné au bannissement à vie. Je ne regretterai pas ces trois-là. Le complot royaliste est désormais anéanti. Les Jacobins, tranquillisés par la mort d'un prince du sang, se rallient. La bourgeoisie et le peuple font corps avec le premier consul. C'est bien joué. Plus rien ne s'oppose désormais au pouvoir personnel de Bonaparte. L'Empire se profile à l'horizon. Le 2 décembre 1804, Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur des Français. Le sacre à Notre-Dame va être l'occasion de festivités sans précédent. Un peu trop, peut-être.